La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 46.6. Le climateré, 3. Les années d'apogée, partie 5. Cependant à ce moment-là, la responsabilité en tant que telle, distincte de la honte, incombait à la Grande-Bretagne. Les conséquences de cet acte vont si loin dans l'avenir qu'on ne peut les estimer actuellement, mais une chose sera toujours claire, l'occasion glorieuse offerte par les événements simultanés au Sinaï et en Hongrie fut gâchée, apparemment par une suite d'erreurs de calcul sans précédent, je le pense, dans l'histoire. Mon but ici est de montrer cela uniquement comme un pari politique, assurément, on ne peut le considérer comme un acte de diplomatie, c'était comme l'acte d'un homme qui miserait toute sa fortune sur un cheval déjà retiré de la course. Par aucun retournement inattendu, cet acte n'aurait pu être bénéfique à l'Angleterre ou à la France. Des trois parties concernées, Israël n'avait rien à perdre et beaucoup à gagner, la réprobation instantanée du monde fut déviée d'Israël quand l'Angleterre et la France accoururent pour arracher la cape de l'agresseur et gagner sa guerre, on laissa Israël au cœur du territoire égyptien, acclamant sa conquête. La France n'avait pas plus à perdre, malheureusement, que la dame dans la chanson de Soldat qui avait encore oublié son nom. Par sa révolution, la France restait la terre du fiasco récurrent, à jamais incapable de se relever de l'abattement spirituel où elle se trouvait. Pendant 160 ans, elle essaya toutes les formes de gouvernement humainement imaginables et ne trouva de revigoration et de nouvelle assurance dans aucune. Ses premiers ministres changeaient si souvent que les masses connaissaient rarement leur nom, personnages indéfinis, ils semblaient indifférenciables même dans leur apparence, et le politicien français avait acquis une tradition de vénalité. Un comique américain dit un jour qu'il allait à Londres pour voir la relève de la garde et à Paris pour voir la relève du gouvernement. Un pays rendu incapable, par une série de gouvernements corrompus, de résister à l'envahisseur allemand sur son propre sol en 1940, envahit le sol égyptien en 1956 au service d'Israël. Mais ce n'était qu'un épisode dans la triste histoire de la France depuis 1789, et cela ne pouvait guère affecter son avenir. Le cas était différent pour l'Angleterre, un exemple, un nom illustre et une tradition de relations honorables autant en période difficile qu'en période faste. L'Angleterre avait son âme à perdre, en telle compagnie, et aucun monde à gagner. L'Angleterre avait fait preuve de sagesse en appliquant les leçons de l'histoire. Elle n'avait pas tenté de pétrifier un empire et de parer les vagues du changement à coups de baïonnette. Elle avait accepté l'inévitabilité du changement et chevauché ces vagues avec succès, transformant successivement son empire de colonies, d'abord en un Commonwealth de nations et de colonies indépendantes d'outre-mer, et ensuite, alors que de plus en plus de colonies parvenaient à l'autonomie, en une grande famille de peuples, unis sans aucune contrainte mais par des liens intangibles qui, comme le couronnement de la jeune reine Élisabeth le montra en 1953, n'étaient pas plus faibles qu'auparavant, et peut-être même encore plus fort. Le fait d'avoir évité toute organisation rigide basée sur la force, et d'avoir toujours laissé la porte ouverte à de nouvelles formes de relations entre ces peuples associés, faisait de la famille des nations issues de l'Angleterre et de l'Empire britannique, une expérience unique dans l'histoire humaine, en 1956, et une expérience porteuse de promesses infinies, si elle continuait sur ce même chemin. 97. Cette méthode est l'exact opposé de celle par laquelle le monde serait gouverné. Selon les plans du gouvernement mondial, exposés à New York par M. Bernard Baruch et son école des Internationalists. Leur concept pourrait en fait s'appeler le supercolonialisme et repose entièrement sur une organisation rigide, la force et les sanctions. Prenant la parole lors de la consécration d'un mémorial dédié au président Woodrow Wilson à la cathédrale de Washington en décembre 1956, M. Baruch évoqua à nouveau sa demande en ces termes, étonnamment contradictoires, après 2 guerres mondiales, nous recherchons toujours ce que Wilson recherchait. Un régime de loi basé sur le consentement des gouvernés, ce régime de loi ne peut exister que lorsqu'il existe une force pour le maintenir, voilà pourquoi nous devons continuer à insister que tout accord sur le contrôle de l'énergie atomique et sur le désarmement soit accompagné de dispositions strictes pour l'inspection, le contrôle et la punition des transgresseurs.
Le résultat remarquable de l'apparente faiblesse de ce processus élastique était la force qu'il générait sous la pression, il pliait sans s'effondrer, sous des tensions qui auraient fait éclater une organisation rigide fondée sur des règles dogmatiques, puis il se retendait une fois la tension passée. Donc, l'Angleterre avait tous les accomplissements de l'histoire britannique à mettre en péril ou à perdre, en 1956, par toute action qui dans les faits ou même en apparence, renverserait la politique, ou méthode, qui lui avait acquis une si grande réputation et avait produit, tout compte fait, de bons résultats matériels. L'action du gouvernement britannique du 30 octobre 1956 doit être considérée sous cet angle. Si le canal de Suez était vital pour lui, pourquoi s'était-il donc retiré ? Si l'amitié de l'Égypte était vitale après le retrait, pourquoi cet affront calculé en juillet ? Si les navires britanniques utilisaient librement le canal, pourquoi prétendre qu'il n'était pas ouvert et que la liberté et la sécurité de la navigation internationale étaient mises en danger ? Si un quelconque intérêt britannique vital était en jeu, pourquoi a-t-il attendu qu'Israël attaque l'Égypte, pour alors attaquer l'Égypte ? On peut retourner et examiner la question sous tous les angles, et la même réponse ressort toujours. Cette action n'a pu être menée pour les intérêts de la Grande-Bretagne ou de la France, le moment choisi est compromettant. Cela ne serait jamais arrivé si Israël n'avait pas existé, par conséquent, l'humiliation subie par l'Angleterre et la France, si le lecteur veut bien, se trouvait dans cette cause. L'implication commencée par M. Balfour 50 ans plus tôt produisit sa conséquence logique, et par cet acte la continuation de cette implication fut assurée, au moment où la libération était enfin à portée de main. Si c'est un quelconque calcul rationnel d'intérêt national qui suscita le plus téméraire des raids de Jameson, celui-ci surgira un jour dans la mémoire des hommes concernés. Personnellement, je doute qu'il puisse jamais être justifié. À cet instant, il peut seulement être examiné à la lumière d'un enchaînement d'événements sur 4 semaines, qui ont déjà témoigné de l'immense fiasco. L'entreprise fut manifestement préparée longtemps à l'avance entre au moins 2 des parties concernées, Israël et la France, la preuve de cela apparut bientôt, 98. Les correspondants du Times, de Reuters et d'autres journaux et agences rapportèrent par la suite qu'il avait vu des avions français et des officiers de l'air français en uniforme sur les terrains d'aviation israéliens pendant l'invasion, et à la fête de la victoire, donnée à Tel Aviv par l'armée de l'air israélienne, où le commandant israélien, le général Moshe Dayan, était présent. Ces rapports concordèrent sur un point important, l'armée de l'air française était présente pour couvrir ou fournir un bouclier aérien à Tel Aviv si elle était attaquée par la force aérienne égyptienne. Reuters rapporta que les mêmes officiers de l'air français admirent avoir attaqué les chars égyptiens durant la bataille du Sinaï. En ce qui concernait les Français, par conséquent, le prétexte d'une descente sur le canal de Suez afin de séparer les belligérants se révéla faux, les officiers et les avions français ayant été vus derrière les lignes israéliennes en Israël et au Sinaï durant les combats. Le correspondant au Times rapporta un engagement de la part de la France à faire de son mieux, si la guerre éclatait entre Israël et l'Égypte, pour empêcher toute action contre Israël selon les termes de la déclaration tripartite de 1950 et pour veiller à ce qu'Israël ait des armes appropriées pour combattre. La déclaration de 1950 engageait impartialement la France à opposer l'usage de la force ou la menace de la force dans cette région. Les 3 gouvernements, s'ils découvraient que l'un de ces États se préparait à violer les frontières ou les lignes de démarcation de l'armistice, prendraient des mesures immédiatement, afin d'empêcher de telles violations. En Angleterre, le gouvernement, jusqu'au moment de la conclusion de ce livre, a refusé la demande d'enquête sur l'accusation de complicité, qui ne peut être établie dans le cas britannique, en tant que distincte du cas français. Il semble qu'il y ait une possibilité que l'action britannique ait été soudaine, décidée sous l'impulsion d'un moment jugé favorable.
En ce cas, ce fut une monumentale erreur de calcul, car quand l'ultimatum britannique et français fut lancé, les États-Unis avaient déjà convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et présenté une résolution condamnant l'attaque israélienne et exigeant que les Israéliens se retirent du territoire égyptien, 29 octobre. Ainsi, le seul effet de l'attaque britannique et française fut que la réprobation mondiale fut transférée d'Israël à ces derniers, les Britanniques et les Français, et à la date du 7 novembre, après une seconde résolution appelant Israël à se retirer, une majorité écrasante à l'Assemblée générale avait dûment déporter le poids de sa condamnation sur la Grande-Bretagne et la France, Israël apparaissant alors à la troisième place parmi les partis auxquels on avait demandé de se retirer. 99 À partir de ce moment, suivant l'exemple montré par le président américain, le poids de la condamnation fut transféré par étapes d', Israël, à Israël, la Grande-Bretagne et la France, puis à la Grande-Bretagne et la France, et en dernière étape, à la Grande-Bretagne, rappelant ainsi la transformation effectuée auparavant dans le cas de la persécution des hommes par Hitler, qui commença par la persécution des opposants politiques, puis devint la persécution des opposants politiques et des Juifs. Ensuite, des Juifs et des opposants politiques, et enfin, des Juifs. Un commentaire officiel caractéristique de cette période fut émis par Madame Eleanor Roosevelt, qui était généralement acceptée en Amérique comme la voix de son mari, le feu président. Elle dit lors d'une conférence de presse 3 jours avant les élections présidentielles, elle faisait campagne pour le candidat démocrate, « Je ne considère pas qu'Israël soit un agresseur, elle a agi en légitime défense. Je crois que la Grande-Bretagne et la France sont techniquement coupables d'agression. » New York Times, 4 novembre 1956. À ce moment-là, le fiasco militaire était aussi clair que le fiasco politique. Les oreilles anglaises avaient dû écouter pendant presque 5 jours les nouvelles des bombardements britanniques des Égyptiens, le canal de Suez était bloqué par des navires engloutis, le président Nasser était plus populaire dans le monde arabe qu'il ne l'avait jamais été, et le gouvernement britannique reculait progressivement, passant des « aucun retrait » à un « retrait conditionnel », pour en arriver à un retrait inconditionnel. Le président Eisenhower et son administration utilisèrent au mieux ces événements. Ce qui se profilait était de toute évidence connu de Washington, comme l'attaque de Pearl Harbor avait été connue à l'avance. On avait dit aux résidents américains de quitter la zone de danger quelques jours avant l'attaque, et dans les 2 jours qui la précédèrent, le président Eisenhower mit en garde 2 fois M. Ben Gourion, une fois en des termes urgents, et ensuite en des termes graves. La seule réponse qu'il reçut fut un message radio qui lui fut délivré durant un voyage en avion de Floride jusqu'en Virginie, lui disant que M. Ben Gourion avait lancé l'attaque. Toutefois, le gouvernement britannique n'informa pas officiellement le président, ou même les gouvernements des Dominions, de son intention, et M. Eisenhower put présenter à son peuple un visage empreint d'une souffrance patiente quand il apparut à la télévision, en prononçant ces paroles, « Nous croyons qu'elle, l'attaque, a été faite par erreur, car nous n'acceptons pas l'utilisation de la force comme moyen sage et approprié pour le règlement des conflits internationaux. » Ce fut une déclaration irréprochable, dans un climat de culpabilité, l'approvisionnement incité par les Américains d'armes françaises, britanniques et canadiennes à Israël pendant tout l'été. Si le gouvernement britannique comptait sur la pression sioniste à Washington, elle fut déçue cette fois-là. Il y a toujours une marge d'erreur dans ces affaires, et M. Eisenhower était assuré d'être élu. En tous les cas, l'opportunité de transférer sa colère sur la Grande-Bretagne lui épargna le besoin de l'apaiser plus encore sur Israël, qui, dans cette affaire, avait obtenu ce qu'elle voulait. Avoir des paroles dures envers l'Angleterre, qui plus est, était populaire en Amérique depuis la Boston Tea Party, peut-on imaginer que le gouvernement britannique ne réalisa pas cela? L'acte britannique semble s'expliquer uniquement dans le contexte de l'entière illusion sioniste. Si tant est que la chose devait se faire, le seul espoir reposait sur une opération rapide et extrêmement efficace qui aurait fait gagner la possession d'un canal intact et aurait confronté le monde à quelque chose d'accompli. L'entreprise britannique fut lente dès le départ et très vite montra tous les signes du doute.
Après le fiasco, le Times, 16 novembre, rapporta depuis la base britannique à Chypre, la décision du gouvernement britannique d'intervenir en Égypte a été prise sans l'avis de pratiquement tous ses hauts représentants diplomatiques dans la région. Elle était maintenue malgré les avertissements de la plupart d'entre eux à propos de ses conséquences probables sur l'avenir des relations britanniques avec les nations arabes. Quand les détails de l'ultimatum britannique lancé au Caire et la décision d'intervenir militairement contre l'Égypte ont été connus pour la première fois dans les ambassades et les légations britanniques des pays arabes, les réactions chez presque chacune d'entre elles sont allées de la franche incrédulité à des discussions sur la potentialité que cela soit un désastre. Beaucoup sont devenus incrédules ou atterrés quand la forme de cette action directe a semblé associer la politique britannique à celle d'Israël et de la France. Ce passage me rappela de façon frappante le sentiment dont je fus le témoin dans les ambassades et les légations britanniques de toute l'Europe à l'époque de Munich. Voilà pour la décision politique, ensuite venait son exécution militaire. Le Times, 17 novembre, rapporta que parmi le commandant militaire à Chypre, il y avait un sentiment quasiment unanime que si cela se faisait, il vaudrait mieux le faire vite. L'incapacité à leur permettre de terminer le travail a produit un sentiment de frustration et de confusion parmi de nombreux officiers supérieurs ici, tout comme parmi nombre de leurs subalternes. L'éminent écrivain militaire américain, M. Anson Baldwin, examinant par la suite, à Confused Invasion, une invasion confuse, NDT qui allait, probablement devenir une étude de cas célèbre au sein des collèges d'état-major militaires du monde entier, dit que sous la direction confuse de Londres, les multiples objectifs politiques, psychologiques et militaires devinrent inextricablement confus, le résultat fut qu'il n'y avait aucun but défini, ou en tout cas aucun objectif que la puissance militaire put accomplir, étant donné les limitations qui y avaient été imposées. Il devint bientôt apparent qu'en fait, quelque chose retardait et dissuadait les gouvernements britanniques et français de mener à bien cette entreprise. Pour les Français, cela importait peu, pour les raisons données précédemment, pour les Britanniques, la réputation, l'honneur et la promesse de prospérité, la cohésion de la grande famille britannique étaient tous en jeu. Déjà, dans le stress de ces jours-là, le Premier ministre canadien avait averti que de telles actions pourraient mener à la dissolution du Commonwealth. Aux Nations Unies, la Grande-Bretagne se tenait au pilori avec Israël et la France, une triste vision en vérité. Malgré des votes massivement défavorables, seules l'Australie et la Nouvelle-Zélande restèrent à ses côtés, peut-être plus par fidélité acharnée que par conviction. Qu'est-ce qui fit retarder cette entreprise hasardeuse, annoncée de façon si orgueilleuse, jusqu'au point où elle tomba à l'eau? La protestation énergique et vigoureuse du président Eisenhower et la résolution des Nations Unies provoquèrent sans doute une première remise en cause à Londres. Puis il y eut la coïncidence atroce des événements. Dès que les Britanniques et les Français commencèrent à bombarder les Égyptiens, les Moscovites retournèrent en Hongrie et commencèrent à massacrer les Hongrois. Ensuite, aux Nations Unies, les porte-paroles de l'Est et de l'Ouest se mirent à s'accuser les uns les autres en criant « Vous-même », pendant que les avions britanniques et français bombardaient Port Saïd, les délégués britanniques et français accusaient les soviétiques de sauvagerie inhumaine, pendant que les chars soviétiques massacraient les Magyars, les délégués soviétiques accusaient les Britanniques et les Français de pure agression. Ces échanges commençaient à prendre le ton de la malhonnêteté professionnelle des vendeurs dans les bazars levantins. Le tableau prit alors des contours cauchemardesques. Sir Anthony Eden, le jeune homme prometteur lors de sa démission en 1938, reçut la démission de M. Anthony Naating, le jeune homme prometteur de l'année 1956, qui en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères, avait fortement déconseillé l'intervention britannique en Égypte, et celle d'autres collègues. Pour rétablir sa position, il eut recours à Sir Winston Churchill, qui proclama « Israël, sous la plus grave des provocations, s'est embrasé contre l'Égypte. Je ne doute pas que nous pourrons prochainement mener notre barque vers une conclusion juste et victorieuse. Nous avons l'intention de rétablir la paix et l'ordre au Moyen-Orient et je suis convaincu que nous atteindrons notre but.
La paix mondiale, le Moyen-Orient et notre intérêt national profiteront sans conteste à long terme de l'action déterminée du gouvernement. Il incombe à l'avenir de vérifier cette déclaration, qui est peut-être l'une des dernières de Sir Winston. L'acte britannique possède des traits fortement churchilliens, et son successeur était si intimement associé à lui que, dans tous les cas, il est peu probable qu'elle eût été menée sans l'approbation de Sir Winston. Au même moment, le vétéran Churchill, NDT, publia le second volume de son Histoire des peuples de langue anglaise, et le New York Times commenta: « L'auteur est fier du fait que sa petite île, le petit royaume en mer du Nord, bien que ne comptant au début de ce volume que 3 millions d'habitants, ait civilisé 3 continents et éduqué la moitié du monde. » Seul le temps montrera si l'attaque britannique de l'Égypte était dans cette tradition civilisatrice et éducatrice, ou si elle continuera à discréditer l'Angleterre. C'est alors que le plus gros choc résultant de l'action du gouvernement britannique se produisit. Le Premier ministre soviétique Bulganin, dans des notes adressées à Sir Anthony Eden et au Premier ministre français, les menaça clairement d'attaque nucléaire et à la roquette s'ils ne voulaient pas arrêter l'agression, arrêter le carnage. Le carnage continuait à Budapest et le flot des Hongrois en fuite qui traversait la frontière hospitalière autrichienne atteignait environ 100 000 hommes. À Budapest, un autre des hommes du Belacan de 1919, Monsieur Ferenc Munich, devint homme clé de Moscou succédant à Rákóczi et GE, et commença la nouvelle terreur. Qui plus est, Monsieur Bulganin, dans une lettre au président Eisenhower, proposa une attaque commune américano-soviétique, dans les prochaines heures, de la Grande-Bretagne et de la France, une proposition que la Maison-Blanche qualifia simplement d'impensable, dans une déclaration à la presse. Existe-t-il quelque chose d'impensable à notre époque? L'alliance Hitler-Staline de 1939, à un dénouement évident, prédit par l'auteur et par d'autres, fut décrite aux masses comme quelque chose d'impensable, jusqu'à ce qu'elle soit conclue et que la Seconde Guerre débute. Le New York Times à cette période cita un haut diplomate américain à la longue expérience dans le monde arabe, comme approuvant implicitement cette proposition, celle de Bulganin, NDT, notre rejet de l'offre russe comme impensable, sans proposer d'y réfléchir dans le cadre des Nations Unies, est interprété ici, il se trouvait en Jordanie, comme signifiant que malgré tout ce que nous pourrons dire, nous nous rangerons toujours du côté de l'Occident et d'Israël dans les moments cruciaux.